Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité sur Star Wars. Lors des dernières semaines, les réalisateurs originaux de Solo et Star Wars Story ont parlé du projet de base qu'ils avaient avec Lucasfilm. Nous avons eu les titres des épisodes de Maul, Seigneur de l'Ombre, Beat Reactor a donné beaucoup de détails sur Zero Company, et les couvertures des prochains romans de la The SHL Legends Collection ont été révélées. Enfin, nous parlerons du nouveau merchandising. Un nouveau spot TV de The Mandalorian and Grogu a été révélé avec de nombreuses nouvelles images, dont une d'un nouvel Anuba du chasseur de primes Embo. Dans la série animée The Clone Wars, Embo était accompagné de cet animal, un Anuba nommé Marok, et qui avait d'ailleurs un design assez différent des autres Anuba de la série. Cependant, nous avons appris dans le roman Chute de l'Empire, dernier tome de la trilogie Riposte, et qui se déroule juste après la bataille d'Endor dans le Retour du Jedi, que Marok était décédé quelques années avant. Mais Embo semble être de retour dans The Mandalorian and Grogu avec un nouvel Anuba. Reste à voir s'il s'agit d'un retcon de la mort de Marok ou une véritable nouvelle créature. The Mandalorian and Grogu prendra la suite de la saison 3 de The Mandalorian, dans laquelle le chasseur de primes Din Djarin, toujours accompagné de Din Grogu, est engagé par la Nouvelle République pour chasser les seigneurs de guerre impériaux restants. Le film sortira en salle le 20 mai. The Mandalorian and Grogu in theaters of IMAX May 22nd. Interviewé lors de la promotion de leur nouveau film Projet Dernière Chance, le duo de réalisateurs Phil Lord et Chris Miller a révélé que Solo A Star Wars Story était à l'origine d'un projet de trilogie. Lord et Miller sont un duo de réalisateurs et de scénaristes connus pour des comédies d'action très réputées comme 21 et 22 Jump Street, mais ils ont également fait leurs preuves en animation avec La Grande Aventure Lego et Spider-Man Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse à l'écriture. Mais ils ont aussi été approchés par Lucasfilm pour réaliser le second film spin-off centré sur Han Solo. Malheureusement, Lord et Miller ont dû quitter le projet alors très avancé pour, je cite, différents artistiques, une justification vague souvent utilisée par Disney. C'est finalement Ron Howard qui a repris le tournage et l'a remanié à sa sauce. Lord et Miller n'ont même pas été crédités comme réalisateurs sur Solo, alors que des plans qu'ils avaient tournés sont restés dans le montage final. Et donc, lors de l'interview de Josh Horowitz pour le podcast Happy Sad Confused, Phil Lord et Chris Miller ont déclaré qu'ils avaient signé à l'origine pour 3 films, ce qui expliquerait les fins ouvertes et encore aujourd'hui sans conclusion des storylines comme Kira, Maul ou encore Enfys Nest. Une sorte de suite à Solo Star Wars Story pourrait cependant voir le jour avec le projet Lando, une série devenue un film chapeauté par Donald Glover, l'interprète de Lando Calrissian dans Solo. Mais nous n'avons pas vraiment d'informations concrètes sur ce film depuis un moment. De leur côté, Lord et Miller ne souhaitent pas revenir dans l'univers Star Wars suite à leur mésaventure et travaillent actuellement en tant que scénaristes sur la conclusion de la trilogie Spider-Verse avec Spider-Man Beyond the Spider-Verse pour l'année prochaine. La nouvelle série animée Maul, Seigneur de l'Ombre sort dans moins d'une semaine sur Disney+, et IGN a dévoilé un extrait d'1 minute de probablement un des 2 premiers épisodes qui sortiront le 6 avril. On y voit des policiers de la Tactical Defense Force de Janix s'opposer à 2 Mandaloriens, dont fait partie Rookcast, et 2 Abracs appelés Icarus et Scorn. Mais ils sont sauvés par l'arrivée de Maul sur la musique Duel of the Fates de l'Âme Fantôme. A aussi été dévoilé un spot TV retraçant le parcours du personnage de Lamna Phantom à la série. Les liens sont dans la description si vous voulez les voir en entier. Et enfin, nous avons appris les titres des 10 épisodes de la série. Le 6 avril sortiront The Dark Revenge et Sinister Schemes. Le 13 avril, Whispers in the Unknown et Pride and Vengeance. Le 20 avril, Inquisition et Night of the Hunted. Le 27 avril, Call of the Oblivion et The Creeping Fear. Et le 4 mai, Strange Allies et Finale. Le magazine PC Gamer a pu s'entretenir avec plusieurs développeurs du jeu vidéo Zero Company, annoncé l'année dernière lors de la Star Wars Celebration, dont Greg Forge, fondateur du studio Beat Reactor. Sans surprise, Beat Reactor compte dans ses rangs plusieurs vétérans des derniers opus de la série XCOM, dont le gameplay de Zero Company s'en inspirera, mais Forge a même précisé que l'idée du projet lui a été lancée par Vince Zampella, cofondateur de Respawn Entertainment, qui a réalisé Jedi Fallen Order et Jedi Survivor, et qui a malheureusement perdu la vie dans un accident de voiture il y a quelques mois.
Concernant Zero Company, le jeu s'inscrit dans le même genre que les jeux tactiques au tour par tour de la série XCOM et le gameplay s'en inspire donc. Les squads du joueur se composent de 4 personnages au maximum, chacun disposant de 3 points d'action par tour. Les points d'action sont utilisés pour les déplacements, les attaques et d'autres capacités. Les squads disposent également d'une autre ressource, les points d'avantage, qu'elle partage entre ses membres et peut utiliser pour des capacités spéciales. Certaines de ces capacités sont propres à des classes de personnages spécifiques. Côté scénario, Aaron Contreras, responsable narratif de Jedi Fallen Order et Jedi Survivor, a précisé que les événements du jeu se déroulaient pendant la guerre des clones en l'an 20 avant Yavin, ce qui correspond à environ 2 ans après l'épisode 2 et 1 an avant l'épisode 3 et aux saisons 3 à 5 de la série animée The Clone Wars. Le jeu proposera un mélange d'histoire principale et de missions secondaires. Ces dernières seront bien plus courtes et plus simples que le contenu de l'histoire principale, qui reste un scénario conçu à la main, ne comportant que très peu d'éléments générés de manière procédurale. Entre 2 missions, les joueurs pourront passer un peu de temps au Den, la zone centrale du jeu, qui n'est pas sans rappeler le quartier général souterrain de XCOM. Ici, vous pourrez discuter avec vos coéquipiers et améliorer leur équipement et leurs capacités. Vous pourrez même engager des mercenaires pour rejoindre votre équipe. Le jeu propose 12 classes de personnages, dont 8 standards. L'assaut, le lourd, le tireur d'élite, le scélérat, le soldat, le pistolero, l'éclaireur et le médecin, et 4 plus exotiques que seuls certains personnages spécifiques peuvent choisir. Comme on peut s'y attendre, seul un druide astromécano peut faire partie de la classe astromécano. De même, seule la padawan Jedi Telia Trea et le mandalorien Clyde Clairvaux peuvent respectivement accéder aux classes de padawan Jedi et de guerrier mandalorien. Il existe une dernière classe exclusive que Beat Reactor ne souhaite pas encore dévoiler. Le cœur du Den est toutefois la carte de la galaxie, où les joueurs choisissent les missions de combat et les opérations non combattantes que leur équipe va mener. Les opérations proposées changent à chaque cycle et portent principalement sur la collecte de renseignements et d'autres activités susceptibles d'aider et d'entraver votre escouade plus tard dans le jeu. Par exemple, un type d'opération consiste à empêcher un type d'ennemi spécifique d'obtenir une amélioration de combat permanente. Le jeu proposera parfois 2 missions de ce type en même temps et vous ne pourrez en choisir qu'une seule, ce qui signifie que l'un de vos adversaires sera plus difficile à affronter par la suite, quoi que vous fassiez. Si vous n'effectuez aucune de ces opérations, 2 types d'ennemis bénéficieront d'améliorations. Les opérations n'ont pas seulement des conséquences sur le gameplay. L'équipe de scénaristes souhaitait également que les missions optionnelles aient leur propre histoire à long terme, comme l'explique le concepteur en chef Grayson Scandalberry. Je cite, « J'ai aidé ce type, et puis 10 cycles plus tard, il revient avec des informations, un objet ou quelque chose qui m'est utile. A l'inverse, si je lui ai tiré dessus, il revient et maintenant j'ai un élément sur la carte qui ne m'est pas très favorable. J'ai passé beaucoup de temps à éplucher des livres ou à consulter Wikipédia en me disant « Ok, j'ai une histoire que je veux raconter, quelle planète serait plausible à l'époque de la guerre des clones pour que je puisse raconter cette histoire ?» Ou inversement, je navigue simplement et je me demande « Bon, que s'est-il passé sur Bespin à cette époque ou sur Lothal à cette époque ?» En parlant de l'histoire, nous disposons enfin de détails plus concrets sur le sujet du jeu. Hawks est le personnage principal de Zero Company, et ce personnage se distingue par une particularité, il peut être entièrement personnalisé, le joueur pouvant choisir son sexe, son espèce et son apparence générale selon ses préférences. Hawks est un officier de la République dont la situation est précaire suite à son implication dans une opération militaire ratée et à des dettes envers le clan Hutt. Hawks cherche alors à se racheter avec l'aide du soldat clone Trick et tous deux s'associent à divers Jedi et contactent de la pègre au sein de la République pour former un nouveau groupe de mercenaires, la Zero Company. Elle est chargée d'enquêter sur l'Infinite Coil, une secte du côté obscur collaborant avec les séparatistes et de la neutraliser. L'article explique qu'outre les ennemis séparatistes familiers vus dans la prélogie et dans The Clone Wars, l'Infinite Coil disposera de ses propres personnages qui constitueront des adversaires uniques pour les joueurs. Je cite, « L'Infinite Coil cherche à propager à travers la galaxie une dangereuse infection connue sous le nom de Shadow Plague. Tous les membres de la secte sont infectés par cette mystérieuse maladie qui leur confère une résistance physique accrue et d'étranges capacités. La secte est dirigée par Kundry Fassom, une stratège rusée, dotée d'un charisme sans égal. À ses côtés se trouve Visser, qui mène au combat les guerriers les plus élitistes et les plus dévoués de la secte. Ils sont secondés par Typhon, un super druide tactique séparatiste qui a développé une obsession intense pour la Shadow Plague. Les joueurs devront toutefois se soucier de bien plus que de simplement remporter des combats contre des ennemis. Comme les développeurs l'ont déjà évoqué, la Zero Company est composée d'un mélange éclectique de personnages qui ne s'entendent pas toujours. Un exemple clé du conflit entre personnages est celui qui oppose Trick à Luko Bronk, un tireur d'élite Umbaran. Étant donné que la bataille d'Umbara a été un engagement particulièrement coûteux tant pour les clones que pour la résistance locale, ces deux personnages nourrissent une forte rancœur l'un envers l'autre.
Les conflits entre les personnages ne se limitent pas non plus au simple cadre narratif. Le jeu intègre un système de liens qui mesure l'opinion que les membres de l'escouade ont de Hawks et les uns des autres. Le fait d'accomplir des missions avec certains coéquipiers et de faire certains choix au cours de l'histoire aura une incidence sur les liens entre les personnages. Cela dit, les joueurs auraient peut-être intérêt à ne pas trop s'attacher à un personnage en particulier. En effet, Zero Company réintroduit l'un des mécanismes les plus marquants de XCOM, la mort permanente. Oui, votre personnage préféré pourrait mourir définitivement au cours du jeu si vous faites les mauvais choix pendant les combats et l'histoire continuera tout simplement. Seul Hawks est à l'abri de ce sort narrativement. Pour être clair, les personnages ne mourront pas immédiatement la première fois qu'ils seront mis hors de combat. Le jeu inclut un système de blessures dans lequel les personnages vaincus subissent certaines pénalités jusqu'à ce que vous les fassiez soigner. Vous pouvez réanimer un personnage à terre pendant une mission si vous le souhaitez, mais il risque alors de subir davantage de blessures. Et à un moment donné, ces blessures le mettront définitivement hors jeu. Les joueurs utiliseront le vaisseau de la Zero Company, le Kayson, pour se retrouver entre deux missions et gérer leurs ressources avant de choisir le scénario auquel ils souhaitent participer. Toutes les missions ne débouchent pas immédiatement sur un combat au tour par tour. Les joueurs ont d'abord l'occasion de s'immerger dans les différents lieux qu'ils visitent afin de se repérer avant de passer à l'action. Je cite, « Dans les missions scénarisées, vous explorez d'abord le niveau avec votre escouade en vue à la troisième personne. Au cours de ces séquences, les développeurs ont mis l'accent sur la création d'une atmosphère Star Wars authentique. Grâce à de nombreux petits détails, les environnements sont riches et fidèles à l'univers, mais ces phases d'exploration ne servent pas uniquement à admirer le décor. Vous interagissez avec des indices et discutez avec des PNJ pour collecter des points de renseignement qui peuvent ensuite être dépensés lors d'opérations. Vous gagnez également des points d'avantage qui peuvent être utilisés directement lors du combat suivant pour effectuer des actions spéciales. Dès que les ennemis apparaissent, le jeu passe à la vue isométrique familière du champ de bataille. Tous ceux qui ont joué à la série XCOM se sentiront comme chez eux. Pour finir, même lorsque vous n'effectuez aucune action lors d'un tour, les deux factions échangent des tirs de blaster purement esthétiques, sans infliger de dégâts à l'une ou à l'autre, afin de maintenir le rythme de l'action pendant que les joueurs réfléchissent à leur prochaine stratégie. Cet élément semble être une touche intéressante qui contribue à l'atmosphère générale du jeu, sans rompre l'immersion du joueur. Zero Company sortira cette année sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series XS. Ubisoft a annoncé un nouveau jeu vidéo inspiré du jeu de société Monopoly avec Monopoly Star Wars Heroes vs Villains. Ubisoft a ainsi décrit le jeu dans son communiqué de presse officiel. Je cite, « Variante dynamique et axée sur le jeu en équipe du jeu de société familial le plus populaire au monde, créé par Hasbro, Monopoly Star Wars Heroes vs Villains propose un gameplay revisité avec des moments cinématiques, des cases thématiques et des éléments dynamiques pour que chaque partie soit unique. Constituez des équipes avec les héros et les méchants emblématiques de Star Wars, chacun doté de capacités uniques qui peuvent influencer votre stratégie et faire basculer la partie en votre faveur à chaque lancer de dés. Le travail d'équipe et les combinaisons de héros jouent un rôle essentiel pour remporter la victoire. Comme dans toutes les versions du jeu, Monopoly Star Wars proposera des propriétés inspirées des lieux emblématiques de toute la galaxie lorsque les joueurs s'arrêteront sur ces cases. Cependant, le jeu adoptera une approche par équipe avec des options de match en 2 contre 2 et en 3 contre 3. Les personnages jouables comprendront pour le côté lumineux Luke Skywalker, la princesse Leia, Han Solo, Chewbacca, Yoda, Bo-Katan Kryze, Finn, Jyn Erso, Mace Windu, Obi-Wan Kenobi, Padmé Amidala, Rey Skywalker, Rosico et Ahsoka Tano. Et pour le côté obscur, Dark Vador, l'Empereur Palpatine, Boba Fett, Dedra Meero, le Général Grievous, Aurra Singh, Cad Bane, la Capitaine Phasma, le Comte Dooku, Maul, Morgan Elsbeth, Asajj Ventress, Kylo Ren et Reva. Les personnages semblent disposer de plusieurs apparences en fonction de leur évolution au fil de la franchise. Palpatine par exemple porte à la fois ses robes traditionnelles d'empereur de la trilogie originale et sa tenue du Sith éternel de l'ascension de Skywalker, tandis que Dark Vador apparaît sous les traits d'Anakin Skywalker avant et après avoir revêtu l'armure. Il a également été annoncé qu'une présentation complète du gameplay aurait lieu le 29 avril. Monopoly Star Wars Heroes vs Villains sortira le 11 juin sur PlayStation 5, Xbox Series XS, Nintendo Switch 1 et 2, Nvidia GeForce Now et sur PC via l'Ubisoft Store, Steam et l'Epic Game Store. Atomic Mass Games a révélé de nouvelles extensions avec, pour commencer sur Légion, les Imperial Death Troopers, la E-Web Heavy Blaster Team, le 74Z Speederbike et la Fleet Troopers Unit, qui sortiront toutes le 15 mai.
Et pour Shatterpoint, l'autre jeu de figurines d'AMG, Secure the Future Squad Pack avec Bailen Skull, Shin Hati et des droïdes assassins HK-87, et My Loyalty My Life Squad Pack avec Morgan Elsbeth, le Capitaine Enoch et des Night Troopers. Ces extensions sortiront le 22 mai. Les couvertures de la nouvelle vague de la The Essential et Legends Collection ont été révélées. Cette collection vise à republier en VO les romans les plus importants de l'univers légende avec de nouvelles couvertures. Ressortiront ainsi le 11 août Clock of Deception, ou Vent de trahison en français, de James Luceno avec une histoire se déroulant juste avant la menace fantôme, et Labyrinth of Evil, ou le labyrinthe du mal en français, également de James Luceno, qui suit Anakin Skywalker dans les derniers moments de la guerre des clones avant qu'il devienne le célèbre Seigneur Noir des Sith. Les éditeurs américains de comics ont annoncé leur numéro du mois de juin et on commence avec Marvel Comics qui sortira Shadow of Maul numéro 4, suite de la série préquelle à Maul le Seigneur de l'Ombre, Galaxy's Edge Echoes of the Empire numéro 3, mini-série sur la nouvelle thématique du parc Star Wars, ainsi que Rogue One Jyn Erso numéro 1, deuxième one-shot pour les 10 ans de Rogue One, et ici centré sur Jyn Erso lorsqu'elle était emprisonnée sur Wobani. Et Dark Horse Comics sortira Hyperspace Stories The Bad Batch Rogue Agents numéro 4, avant-dernier numéro de la seconde série sur le Bad Batch pendant la guerre des clones, et The High Republic Adventures Pathfinders numéro 3, série qui revient à l'époque de la phase 2 de la Haute République. Côté extrait, retrouvez-en pour les comics Galaxy's Edge Echoes of the Empire numéro 1 et The High Republic Adventures Pathfinders numéro 1, et découvrez la couverture principale de The High Republic Adventures Pathfinders numéro 4, ainsi qu'une couverture alternative pour Shadow of Maul numéro 1. Lors des dernières semaines sont sortis en français les comics 100% Star Wars La Haute République Les Aventures Phase 3 tome 5 avec la fin de la série principale jeunesse, le Seigneur Noir des Sith tome 1 au format poche avec la moitié de la série et La Citadelle Hurlante, second crossover de comics Star Wars du canon avec les séries Star Wars 2015 et Dr. Aphra 2016. Et en anglais sont sortis le comic The High Republic Adventures Pathfinders numéro 1 et le roman graphique Hyperspace Stories Grievous. Côté merchandising, on commence à approcher du 4 mai, le Star Wars Day, donc on a eu droit à un aperçu du merch officiel de l'édition 2026 sur la thématique des Mandalorian and Grogu avec une casquette, un t-shirt, une veste, un tote bag, un bracelet et un pins. Ce merchandising sera disponible avec sa collection complète dès le 4 avril, on en reparlera évidemment à l'occasion. Sinon, Lego a annoncé une nouvelle gamme Star Wars avec des bustes, ici de Yoda et de Dark Vador. Funko a révélé une figurine pop de Mara Jade de l'univers légende. Hasbro a annoncé des figurines de Vintage Collection avec Obi-Wan Kenobi et un soldat clone aéroporté dans un même pack, et un oreille et un picador géonosien. Et Hasbro a aussi annoncé une nouvelle gamme de Black Series avec des mini-casques, avec ici ceux du Mandalorian et d'un Stormtrooper. Hot Toys a révélé de nouvelles figurines 1/6 de The Mandalorian and Grogu avec un réparateur de droïdes Anzelan et le Mandalorian et Grogu disponible dans une édition de luxe qui rajoute le nouveau Lando de Grogu. Mais Hot Toys a aussi montré une nouvelle version de Grogu à échelle 1/1 avec son attirail du film. Yadro a de nouveau fait des annonces avec des statues en porcelaine d'un Stormtrooper et de ses 3 PO. Denuo Novo a présenté son casque de Sabine Wren issu de la saison 2 de Rebels et sortira le 6 avril en même temps que la diffusion sur Disney+ des 2 premiers épisodes de Maul le Seigneur de l'Ombre, le sabre laser de Devon Izara en version Legacy Collection sur le Disney Store US. Devon Izara est la padawan Twi'lek que l'on verra dans la série. Le sabre est dans un coffret en bois avec un certificat d'authenticité et une lithographie de la série. Aucune information pour une disponibilité sur le Disney Store français. Tous les liens sont dans la description. Et on termine par une nouvelle moins réjouissante, nous avons appris le décès de William C. Dietz, l'auteur de la trilogie de romans Dark Forces, à l'âge de 80 ans. Dietz était un auteur de livres et de jeux vidéo très apprécié, qui a fait ses débuts dans les années 90 en écrivant des romans qui adaptent les jeux vidéo Dark Forces et Jedi Knight Dark Forces 2, intitulés Dark Forces Soldier of the Empire, Dark Forces Rebel Agent et Dark Forces Jedi Knight, mettant tous en scène Kyle Katarn. Ces romans sont inédits en français. Toutes nos pensées vont évidemment à ses proches. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook et Instagram, et toutes les 2 semaines, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous.